Bonjour tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes qui commencent tranquillement à rentrer dans la salle. Ceux et celles qui se sentent à l'aise d'allumer votre caméra, ça me fait toujours plaisir de voir des visages et des sourires, mais si c'est pas possible, il n'y a pas de problème, on comprend aussi. Donc, merci vraiment beaucoup d'être ici aujourd'hui. Ça devrait être une séance vraiment très intéressante qui nous permet de parler de la rencontre entre l'art, la recherche, l'intervention, la technologie, les partenariats, donc toutes sortes de sujets qui sûrement vous intéressent énormément. En gros, c'est un projet de recherche, action partenariale qui a eu lieu dans la dernière année. Et on va avoir donc Rocio, ici Perez, qui va nous présenter une première partie là, de notre séance. Elle va nous expliquer le projet. Par la suite, on va avoir Julien Sicre qui est un... Excusez-moi, je n'avais pas mes notes à côté de moi, je n'ai pas commencé trop rapidement. Donc, Julien qui travaille et pour MU et Gentil Crew. C'est un artiste autodidacte, éducateur artistique à MU et membre du collectif d'artistes, comme je disais, Gentil Crew, qui a travaillé sur le projet. Et par la suite, on va avoir Maria Galit-Kaya, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? C'est bon. Qui est étudiante au Cégep et également participante au projet d'art mural. Donc, c'est le projet qui s'appelle COVID Art qui va vous être présenté à l'instant. On a aussi avec nous différents participants, des membres du projet. On a Josée Lapalme, qui est postdoctorante avec Myria Gunn à l'Université de Montréal, qui a travaillé sur le projet. On a Jennifer Thompson aussi, qui est postdoctorante avec Myria Gunn à l'Université de Montréal. Et on a ici avec nous, merci beaucoup Julie Aymon qui est présente, qui travaille pour MU. Julie, j'avais ton poste à côté de moi, mais c'est pas grave. Comment? Je suis directrice du volet de l'éducation chez MU et des projets communautaires. Merci, Julie. Donc, comment ça va se dérouler? C'est qu'en gros, on va avoir donc, les 3 premiers participants qui vont nous expliquer un peu le projet, comment ça s'est déroulé. On va avoir une table ronde avec tous les partenaires qui vont pouvoir nous parler un peu de leur expérience autour de certaines questions qu'on a préparées pour eux. Et vous, participants au Zoom, on va vous demander de aussi réfléchir à vos expériences, puis à vos questions en lien avec l'intervention, avec l'art et la recherche, puis vous allez pouvoir nous présenter là, vos questions, commentaires à la toute fin. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Rocio de commencer. Parfait. Est-ce que tout le monde voit bien, est-ce que vous voyez bien la présentation? Parfait. OK. Bien, bonjour, bienvenue à tous. On est très content de vous présenter le projet. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Donc, la présentation en première partie va porter effectivement sur la présentation du projet en général, sur ses méthodes, toujours en ayant une réflexion de comment les méthodes artistiques ont pu s'arrimer à des méthodes de recherche. Puis, en deuxième partie, je vais laisser... En fait, on va avoir une table ronde sur cette réflexion qu'on a engagée dans la première partie sur le maillage de la recherche et de la pratique. Donc, au départ de ce projet-là, il y avait certains besoins. En fait, le projet a démarré lorsqu'il y a eu une demande de partenariat au travers d'une subvention d'engagement partenarial qui est octroyée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui est un organisme fédéral qui octroie des fonds là, à différents partenaires, à différents chercheurs. En fait, c'est toujours les chercheurs qui font des demandes à partir de ces fonds-là. Et il y a eu un appel spécial l'année dernière, au printemps, sur un fonds qui est octroyé un fonds d'engagement partenarial qui est octroyé autant à des chercheurs et à des partenaires parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont des besoins à cause de la pandémie, ce qui est le cas de MU. Donc, MU animait souvent ses ateliers, en fait, en présentiel. MU anime des ateliers artistiques auprès des jeunes dans les écoles. Ils invitent des artistes, ils font des œuvres d'art mural, ils créent avec les jeunes sur 15 semaines. Et là, à cause de la pandémie, ils ne pouvaient plus faire ça. Donc, c'est Myria Gunn qui a approché MU
pour leur dire, ben, écoutez, il y a telle subvention qui existe. On pourrait faire une subvention d'engagement partenarial, puis la recherche pourrait peut-être répondre à certains de vos questionnements. Entre autres, comment animer des ateliers en ligne de manière à ce qu'on garde les jeunes engagés. C'est pas toujours facile, là. On est un peu tanné d'être à distance. Ça peut être long d'être tout à distance à l'école toute la journée, puis de venir faire des ateliers en plus en ligne le soir. Donc, c'est comme ça que le partenariat s'est créé. Avec des chercheurs et avec un partenaire. Donc, le partenaire doit également contribuer à cette demande-là qui peut aller jusqu'à 25 000 Donc, au niveau de la recherche, il y avait certains besoins, comprendre les besoins des jeunes pendant la pandémie, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puis, au niveau de la pratique, on avait ce besoin-là aussi de dispenser des ateliers artistiques en mode virtuel parce que c'était quelque chose de nouveau. MU a fait quelques essais, mais n'avait pas nécessairement documenté le processus, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, c'est un peu comme ça que le projet est né entre Myriagone, la chaire de recherche en mobilisation des connaissances jeunesse, et l'organisme MU. Au niveau des objectifs qui ont été réfléchis ensemble, le premier objectif du projet était de trouver comment mobiliser les jeunes de façon virtuelle et de façon artistique, de les garder engagés, et en même temps de documenter ce processus-là d'essai-erreur un peu parce qu'on n'avait jamais vraiment expérimenté ça, du moins du côté de la recherche. Au niveau du deuxième objectif, on voulait comprendre, comme je vous ai dit tantôt, la réalité des jeunes pendant la pandémie, qui pourrait nous aider aussi à comprendre comment les garder engagés et les faire participer, les faire contribuer à un projet artistique et porteur. Puis au niveau du troisième objectif, on est présentement dedans parce que le projet n'est pas terminé. Donc, c'est de documenter l'impact de ce projet-là. Quels sont un peu les effets de manière plutôt qualitative. On ne va pas aller mettre des chiffres dessus. On veut vraiment explorer, documenter en partenariat avec MU quel a été l'impact de ce projet-là pour les jeunes et pour la collaboration partenariale, parce que c'est un premier partenariat entre Myriagone et MU. C'est aussi une des premières expériences de recherche pour un organisme qui est pratique, qui est artistique. Donc, on veut aller trouver qu'est-ce qui a marché dans cette collaboration-là, qu'est-ce qui peut être amélioré pour faire perdurer ce partenariat-là qui a été très agréable. Au niveau des phases du projet, donc la première phase qui s'est déroulée au printemps 2021, donc on remonte un petit peu loin, c'est le développement d'une communauté de pratique. Une communauté de pratique, c'est un ensemble de gens qui se réunissent autour d'un sujet et qui réfléchissent ensemble. Donc, on a commencé cette réflexion-là de comment bien engager un beau partenariat. On a fait d'ailleurs certaines présentations, donc les organismes se sont présentés avec une présentation PowerPoint très simple, mais pour connaître c'était quoi leurs objectifs, c'était quoi leur mandat, quelles sont leurs activités, comprendre leurs besoins, travailler les objectifs également que je vous ai présentés à la diapositive précédente, établir des moyens de communication. Ça semble simple, c'est assez complexe parce que chacun des organismes a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses différentes, vous le savez probablement, là. Donc, ça a été un des gros points qui ont été discutés. À travers ça, établir les rôles de chacune des personnes. Donc, certaines personnes dans chacun des organismes respectifs avaient des rôles plutôt administratifs ou de gestion des ressources humaines, établir des ententes, établir les objectifs de manière plus macro. Et certaines personnes comme moi, comme Julien, comme Jennifer, avaient un rôle plutôt d'animation, donc très concret, préparer les ateliers, faire en sorte que ça marche. Donc, ça a été des rencontres comme ça qui ont permis d'établir certains paramètres. Également, la recherche pendant ces rencontres-là. Donc, Myriagone a pu partager certaines données d'un projet précédent qui impliquait les jeunes qui ont participé aux ateliers de cet été pour faire une sensibilisation un peu à ce qu'on peut retirer de la recherche, qu'est-ce que Myriagone fait en recherche. Qu'est-ce qu'on publie, par exemple, ou c'est quoi un peu les aboutissants d'un projet de recherche qu'on pourrait obtenir suite à un projet partenarial comme on a en ce moment. La phase 2, qui sont les ateliers, ont eu lieu cet été. Donc, je vais vous en reparler tout de suite après. La phase 3 a été la production de la murale, parce qu'à la fin des ateliers de cet été, il y a eu une création d'une murale artistique.
d'une œuvre d'art urbain portative dont Julien va vous parler également. Puis à la phase 4, bien, on est dedans, en fait, puis cette présentation participe à cette phase, donc de réfléchir, d'apprendre ensemble sur les défis du maillage recherche-pratique, sur les facilitateurs, par exemple, etc. Donc, c'est à peu près la phase où on est en ce moment. Au niveau des ateliers, donc depuis tantôt, je parle des ateliers, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Cet été, on s'est réunis 4 fois avec 6 jeunes, donc le soir de semaine à partir de 6h30. C'est quand même, et les ateliers duraient quand même 1h45, donc ils ont été engagés un soir de semaine l'été. Ils auraient pu faire d'autres choses, mais ils étaient là avec nous. Donc 6 jeunes, 5 filles, un garçon, entre 16 et 17 ans. Certains vont au cégep, d'autres vont au secondaire. Certains sont majoritairement anglophones, francophones. Donc, il y avait quand même un beau mélange malgré le très petit échantillon. Avec nous, on avait 3 artistes, donc Julien qui a été animateur, mais également artiste de Jean Picroux, Niki et Nico qui sont membres de Jean Picroux également et qui sont venus présenter aux jeunes durant 2 ateliers un peu leur pratique artistique, c'est quoi leurs œuvres, et ils ont participé avec des jeunes dans les ateliers. Puis au niveau de l'animation, on avait moi-même, José en co-animation, Julien et Jennifer qui n'étaient pas présentes durant les ateliers, mais qui nous attendaient toujours à 9h du soir pour faire un retour avec nous sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour l'atelier suivant. Au niveau des thèmes, qu'est-ce qu'on a concrètement abordé dans les ateliers? On a parlé de différentes choses. On a parlé sur un retour sur la dernière année, parce que ces 6 jeunes-là viennent d'un projet précédent que Myriagon a fait avec eux, et on a parlé de la pandémie durant ce projet-là à l'été 2020. Puis on les retrouvait 1 an plus tard, donc on voulait savoir comment ça allait pour eux. On a parlé d'éducation, on a parlé de travail et on a parlé un peu de l'avenir post-pandémie, qu'est-ce qui allait arriver une fois que tout ça allait être fini, ou peut-être qu'on va juste vivre avec durant les prochaines années. Donc, c'est un peu de comprendre leur réalité. Donc, on a groupé des discussions qui portent souvent sur des questions plus typiquement de recherche. À ça, on a pairé des exercices artistiques qui venaient alimenter ces discussions-là, et à l'envers, les exercices artistiques ont alimenté les discussions. Donc, les deux se sont alimentés pendant ces quatre ateliers. Je vais vous présenter maintenant un peu les exercices qu'on a fait justement pendant ces ateliers-là. Donc, par exemple, ce qu'on voit, c'est ce qui a été fait là, par les participants. On proposait, en fait, Julien proposait aux jeunes de réaliser un dessin sur qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant la dernière année. Fait que pendant ce que vous voyez à l'écran, c'est quelque chose qui a été dessiné d'ailleurs par Maria, je crois, si je ne me trompe pas. Non? OK, je me trompe d'abord, excuse-moi. Qui a été dessiné par un des participants. Donc, qu'est-ce que c'est? Représente-moi ta dernière année en un dessin. Ben là, on voit le logo de Netflix. On n'est pas... on connaît très bien le logo de Netflix. Et on peut reconnaître aussi, par exemple, l'arc-en-ciel, donc les hauts et les bas de la pandémie, les points positifs, les points négatifs, puis on fait un écho aussi au mouvement Ça va bien aller d'il y a 2 ans, ça remonte loin. Donc, à travers ça, à travers le dessin, les participants pouvaient nous expliquer un peu c'était quoi le retour sur cette première année-là. Et ça nous aide à comprendre leur réalité, mais ça contribue aussi à intégrer des exercices artistiques qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on travaille en recherche, on est souvent plus classique. Avant ce premier atelier, on a envoyé une boîte d'art. Donc, Julien a préparé 6 boîtes dans lesquelles il a inclus différents matériels artistiques qui allaient nous servir durant les ateliers. Ces boîtes-là ont été postées. D'ailleurs, une a été postée en Beauce, donc il y a moyen de faire des exercices, des projets à distance avec des jeunes. Et elle l'a très bien reçu et elle a fait les ateliers avec nous. Un autre des exercices qu'on a pu expérimenter, c'est la photographie. Donc, on a demandé aux jeunes, vu qu'on parle d'art urbain, d'art mural dans nos ateliers, d'aller photographier des œuvres d'art urbain. Puis, un peu comme une espèce d'exercice brise-glace au début d'un atelier. Et les jeunes m'ont envoyé les photos, puis Julien discutait de ces photos-là, donc expliquait qui était l'artiste, expliquait c'était quoi la technique, c'était quoi le parcours de l'artiste. Fait que ça a contribué à nos discussions également.
Un autre type d'exercice qu'on a pu expérimenter, c'est des enchaînements de dessins. Donc, un peu comme le premier. Là, on avait plusieurs étapes. Donc, Julien proposait aux jeunes de faire un enchaînement de dessins rapides sur des animaux. Donc, pas quelque chose de très prenant. Puis ensuite, on passait à des exercices beaucoup plus appliqués qui faisaient écho au questionnement un peu qu'on a en recherche, en fait. Donc, par exemple, on demandait de dessiner le milieu de travail. Donc, ça, c'est un participant Amsel qui a dessiné son milieu de travail. Vous voyez l'ordinateur, vous voyez les petits carrés dans l'ordinateur qui sont des faces de zoom. Vous voyez sa chaise, vous voyez plein de petits éléments. Puis à partir de ça, on partageait les dessins en zoom, tout le monde, puis on demandait aux jeunes de nous expliquer leur croquis, dans le fond, et ça engageait des discussions ensuite entre les jeunes eux-mêmes, parce que certains ont expérimenté des situations similaires, d'autres très différentes. Donc, certains avaient des bureaux plus grands, par exemple, pour travailler. D'autres étaient pris dans un même bureau avec 5 de leurs frères et sœurs. C'était un peu plus difficile de travailler. Donc, à travers tous ces dessins-là, on a pu connaître les réalités de tout le monde. Et les jeunes ont pu aussi partager entre eux leurs réalités. On a également reçu des artistes invités, donc Niki et Nico, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui nous ont parlé de leurs œuvres artistiques, de leur carrière. Ils ont participé aussi aux ateliers. Au-delà d'avoir des artistes qui nous partagent leurs expériences, leurs œuvres d'art que les jeunes vont pouvoir reconnaître dans la ville. Il y a aussi le fait de créer des opportunités de rencontres. Donc, c'est quand même un objectif de la chaire de recherche et de l'organisme MU de créer des opportunités pour les jeunes de rencontres. Des fois, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des artistes ou qu'on peut s'intéresser à des profils un peu différents, atypiques. Donc, c'était aussi une opportunité pour les jeunes de voir des personnes différentes qu'ils n'auraient pas nécessairement croisées dans la vie de tous les jours. Puis, un autre des exercices qu'on faisait en brise-glace, on avait des dessins rapides de visages. Donc, des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait en regardant tous ces visages-là sur Zoom, puis on peut être un peu intimidé. Là, ce qu'on faisait, c'est qu'on dessinait rapidement les visages de tout le monde, puis on faisait ça à chaque atelier, puis on diversifiait. Ces dessins-là ont été repris dans un chandail en manches courtes. Donc, Julien nous a imprimé des super beaux chandails en sérigraphie. Puis, ce que vous pouvez voir sur le chandail, c'est les différents visages des différents participants au projet. Mais vous voyez aussi d'autres dessins, d'autres petits exercices qu'on a fait. Puis, ce chandail-là en manches courtes a été remis à tous les jeunes ou a été posté dans le cas de Coralie qui habite en Beauce. Donc, elle l'a reçu pareil. Puis, ce chandail-là a aussi été donné aux personnes ayant participé au projet chez MU et aux personnes qui ont participé au projet au niveau de la chaire de recherche. Un autre des moyens qu'on a utilisé, c'est le partage de vidéos. Donc, je ne sais pas si... ça joue, parfait. Donc, Diane, que vous voyez à l'écran, qui est éducatrice chez MU, nous a préparé un super beau vidéo démonstratif d'une technique artistique que les jeunes peuvent réaliser à distance. Donc, c'est une technique qui nécessite l'exposition d'un papier à la lumière pendant quelques temps. Donc, on l'a essayé par Zoom, mais ça a plus ou moins marché parce qu'avec une lampe, l'impression se fait moins bien. Il faut vraiment l'exposer au soleil pour que ça marche pendant une longue période de temps. Donc, c'est quelque chose que les jeunes pouvaient regarder. Ils avaient tout le matériel dans leur boîte. Puis ils pouvaient faire à la maison tranquillement. Puis c'est quelque chose qui leur reste, le vidéo. Donc, après que Diane ait apposé sa feuille, c'est comme ça qu'on va l'exposer au soleil pendant quelques heures. On va laver la feuille bleue, puis on va voir l'impression qui reste là. Donc, c'est une des diverses méthodes de faire de l'impression artistique. Ça s'appelle un cyanotype. Cyan dû au fait que la feuille est bleue. Donc, voici ce que ça donne quand les jeunes le font à distance avec plus de temps. Fait que c'était quelque chose qu'on leur avait demandé, de trouver, par exemple, un objet qui est relié au travail. Donc, on parlait du sujet du travail, qui était quelque chose qui est vraiment ressorti cette année. Les jeunes ont beaucoup participé à leur milieu, au marché de l'emploi, en fait. Ils travaillaient tout l'été, puis ça a été super utile d'organiser des ateliers avec eux parce qu'ils avaient un horaire de premier ministre. Donc, on leur demandait
pardon, de trouver des objets reliés à leur milieu de travail, puis de réaliser une composition sur la feuille, d'exposer les objets ou de faire des dessins reliés à leur milieu de travail, à leur emploi. Puis à partir de là, on engageait une discussion, en plus d'expérimenter une autre technique artistique. Donc, pour moi, ça va être tout pour cette partie-là. J'espère que vous avez pu apprécier les différentes techniques qui ont été mises en place dans le projet. Je vais laisser Julien discuter un peu de comment on a pris tous ces exercices-là créatifs, puis qu'on les a réinvestis dans un processus de création de murales. Merci Rocio. Bonjour à toutes, parce que je vois que je suis la seule personne masculine dans cette réunion. Donc, le dernier atelier, c'était l'atelier 4, qui était la tempête d'idées, où c'est une particularité qu'on a chez MU, c'est de toujours inclure les idées des élèves pour réaliser une œuvre. Donc là, c'était nécessaire de le faire. On a choisi plein de thématiques en rapport à la pandémie, et bien sûr, toutes les thématiques ont été abordées pendant les autres ateliers. On a choisi les couleurs. Et moi, j'aurais montré de quelle manière on allait procéder. Parce qu'il faut savoir que Gentil Crew, le collectif, procède par grille, où il y a une grille préétablie et chaque artiste, on est 8, chaque artiste investit quelques zones, donc en l'occurrence, c'est des triangles. C'est une manière que chacun puisse s'exprimer librement, sans interaction avec les autres peintures. Donc, ensuite, à la suite de la tempête d'idées, j'avais envoyé donc ça, c'est les idées, toutes les thématiques ont été abordées. Donc, ensuite, moi, j'aurais envoyé des triangles prédécoupés avec les couleurs qui ont été choisies, qui sont le gris et le jaune. Donc, chacun a reçu un kit avec des triangles et de la peinture pour réaliser leur œuvre. Ils m'ont envoyé des esquisses. On s'est échangé par mail. Donc, moi, ma tâche, c'était de les conseiller sur comment faire en sorte qu'on comprenne bien le dessin. Est-ce qu'il répond bien à la thématique? Parce que dessiner dans un triangle, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit. Et en fait, je n'ai pas fait grand-chose parce qu'ils ont été très, très bons, il faut le dire. Mais j'ai quand même eu quelque chose à dire. Ça s'est très bien passé. Ensuite, on recevait les triangles au bureau et par courrier. Parce que j'avais envoyé Coraline. Oui, Coraline. J'ai envoyé donc le kit avec une enveloppe de retour. Donc, elle a pu m'envoyer tout ça à temps. En parallèle, le Gentil Crew a aussi produit en s'inspirant des thématiques. Donc, on a fait ça en une soirée et moi, une fois que j'avais tout le matériel, j'ai pris en charge Est-ce que tu peux me mettre la photo Ouais, super. Il n'y en a pas une autre en cours? Non? Ok. Donc, j'ai réalisé l'œuvre que vous voyez ici. C'est sûr qu'on aurait pu, si on avait eu plus de temps, on aurait pu créer une autre étape avec les jeunes de comment on dispose les triangles. Et là, on n'avait vraiment pas de temps. Donc, j'ai tout collé. C'est de la toile parachute. En fait, ça nous permet de tenir très, très longtemps. Nous, on les garantit au moins 10 ans. Et en fait, personne n'avait vu l'œuvre finale à part les gens de Myriagon et moi. Et tout a été délivré et montré et découvert lors du vernissage, ainsi que les t-shirts. Ils ne les avaient pas vus non plus. Et puis, voilà. Moi, je suis très content parce que c'est vraiment une très, très belle œuvre. Et puis, encore une fois, je les applaudis. Merci, Julie. Je vous en prie. Donc, c'est ça, les triangles que vous voyez, ça, c'est tous les jeunes, en fait, qui ont participé. On voit Julien à droite, puis on voit les artistes sur la gauche de la photographie. On voit aussi Maria. Donc, Maria, je vais te laisser nous partager parce qu'on voit les triangles, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc, je te laisse nous partager ton expérience dans le projet, puis merci encore d'être là.
Rocio. J'espère que vous m'attendez. Oui. C'est bon, OK. Donc, je vais vous parler de mon expérience. En général, ça s'est vraiment bien passé. Honnêtement, au début, j'avais beaucoup de doutes parce que je me disais, genre, comment est-ce qu'on va faire un projet à 100% à distance? En plus, c'est quelque chose qui est matériel, genre l'art, il faut dessiner. Donc, j'avais beaucoup de doutes, mais tout a été vraiment bien organisé et ça s'est bien passé au final. J'ai bien aimé le fait que le matériel soit livré à nous, à notre porte, parce que je m'inquiétais que j'allais devoir improviser avec des matériels que j'ai chez moi, mais ce n'était pas le cas. J'ai aussi aimé le fait que je pouvais toujours envoyer un email à Rocio, à Julien ou à quelqu'un de l'équipe si j'avais des questions et si j'avais besoin d'aide avec mes triangles. Ma partie préférée du projet, c'était le vernissage. C'était vraiment spécial de voir les gens que j'ai vus seulement sur mon écran, de les voir en vie et de pouvoir parler avec eux. J'ai aussi bien aimé voir les triangles des autres personnes puisque j'avais pas vu le travail des autres personnes avant. Donc, j'étais vraiment impressionnée que ça a tellement bien fonctionné ensemble et que c'était un résultat qui était quand même assez impressionnant. Donc, vous voyez sur la diapositive les deux dessins que j'ai faits. C'est pas le... Est-ce que tu as les photos finales des triangles? Non, j'étais pas. Non. Je Mais peux. je vais m'en expliquer. Donc, à votre gauche, vous voyez un dessin de champignon. En fait, le dessin final, c'était une personne qui marche un peu comme dans une forêt de champignons. Et à la droite, vous avez comme un monstre, genre une araignée, une personne araignée. Donc, les deux dessins sont connectés puisque les deux sont des scénarios pas mal irréalistes. Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est qu'on peut utiliser l'imagination et que quand tu es tout seul, en quarantaine, tout seul dans ta chambre, il faut utiliser l'imagination, il faut être créatif, il faut inventer des façons d'avoir du fun avec tes amis à distance, il faut t'inventer des choses à faire, il faut utiliser ton imagination. Et c'est ce que signifie pour moi. Mais je ne voulais pas imposer un message, donc je veux que tout le monde se fasse son propre message en voyant mes dessins. Dépendamment de leur expérience personnelle. Donc, c'est tout. Merci. Merci Maria. Je me demandais si avant, en fait, Sarah, avant de passer à la deuxième partie, il y avait des personnes qui avaient des questions sur le projet en général, par exemple. Moi, je vois pas, je vois juste mon visage, là, Sarah, alors je ne sais pas si tu as le panneau. Il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question pour l'instant. OK. Donc, pour la prochaine partie, ce qu'on proposait, c'est une table ronde avec les différents acteurs qui ont été nommés tout à l'heure. On a quelques questions pour eux et elles, mais si vous aussi, participants Zoom, vous avez des questions, des commentaires, je pense que vous pouvez, des expériences, vous pouvez partager en même temps. Donc, juste pour renommer les personnes, Maria, je pense que tu vas quitter bientôt, mais tu restes le plus longtemps que tu peux, mais on te remercie infiniment de ta présence. Donc, on va avoir Rocio, Julien, José, Jennifer et Julie qui sont ici pour nous parler un peu de leur expérience et nos grandes questions. Donc, on commencerait par qu'est-ce que la recherche peut apprendre et des organismes artistiques, mais de l'art en général? Puis qu'est-ce que l'art et les organismes artistiques, les artistes peuvent apprendre de la recherche? Donc, de cette expérience, quel pont vous faites entre l'art et la recherche? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui se lance dans la grande question? Moi, j'avais envie... Oui, excuse, vas-y. Je peux y aller, là, parce que je trouvais que j'avais trop parlé, mais je peux continuer à parler. Je pense que moi, je travaille pour les deux organismes, donc je travaille pour MU, je suis aussi éducatrice artistique, puis je travaille aussi pour Myriagon comme étudiante chercheur au doctorat.
Puis ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le rythme de travail. Les organismes artistiques, quand on est dans l'art, quand on est dans la pratique, on prend soin, on prend vraiment le temps de s'immerger dans les projets et de les mener à bout. C'est un projet, puis on le mène, on le termine, puis on passe, par exemple, à un autre projet, tout en étant très investi dans le projet qu'on fait dans l'instant. On travaille en art, on travaille aussi avec beaucoup chez MU, on travaille beaucoup avec des partenaires, avec des artistes qui viennent, qui sont invités, qui nous partagent leurs expériences. Puis au niveau de la recherche, des fois, on prend beaucoup, beaucoup de temps pour réfléchir à une seule étape. Puis c'est nécessaire, là, la recherche demande ça, demande une réflexion, demande de se poser sur des problèmes, d'y réfléchir. Alors, entre les deux, c'est quelque chose qui, si vous avez vécu des projets partenariaux, vous êtes peut-être assis, le rythme entre les deux partenaires est assez différent. C'est un défi qu'on a eu d'arrimer les deux, surtout avec un organisme artistique qui a beaucoup de méthodes qui sont différentes. Donc, ce n'est pas un organisme qui œuvre dans le milieu de la santé ou des services sociaux, par exemple, qui sont habitués qui ont déjà fait affaire avec des partenaires de recherche ou qui sont habitués d'avoir des chercheurs qui viennent dans leur milieu. Mais là, on travaille vraiment avec un organisme artistique qui a d'autres types de fonctionnement, qui a des artistes qui n'ont jamais vraiment touché à quelque chose qui s'apparente à la recherche, même si je dis toujours qu'ils en font eux-mêmes. Là, quand ils créent une œuvre, ils font de la recherche qualitative tout le temps, mais c'est comme un autre moyen de réflexion qu'on leur introduit. Donc ça a été du travail pour nous, puis pour eux aussi d'essayer d'arrimer les deux façons de faire. Voilà. Et si je peux y compléter les propos de Rocio, c'est que nous, quand on fait une école, en général, on la finit, on enchaîne directement si ce n'est pas déjà 2 autres projets en parallèle. Donc, on n'a vraiment pas le temps de se poser, prendre du recul et d'analyser ce qui s'est passé. Et là, pour nous, ce projet, c'était comme du luxe d'avoir consacré du temps à dire ah tiens, j'ai fait ça, il s'est passé ça. Et ça, c'est vraiment la grosse différence. Mais c'est ça, on est victime de notre succès, puis on a beaucoup, beaucoup de projets. Si je peux me permettre. Oui, Julie. En fait, je seconde tous ces propos. C'est ce que j'avais écrit sur ma feuille avant que Rocio parle. C'est vraiment une question de rythme. La recherche, c'est vraiment super intéressant. Il y a un regard, mais un regard lent, puis on analyse beaucoup de choses. Puis chez MU, comme dans n'importe quel organisme, je pense qu'on est vraiment dans l'action. On est vraiment plus dans l'action et le temps, comme Julien dit, de se poser, mais c'est un luxe qu'on ne peut pas toujours s'accorder parce qu'on a 28 projets à mener en même temps, parce que c'est notre mission principale de faire des projets artistiques. Donc, c'est vraiment un défi de notre part. C'est important pour nous de dédier. On a dédié Julien, qui était vraiment la ressource qui était dédiée là, pour le projet de recherche. Mais même là, je pense que ça aurait nécessité même plus, peut-être plus d'implication de ma part, un peu plus macro. Mais voilà, je pense que le rythme, c'est un beau défi. Je me demandais, Maria, je ne sais pas si tu aurais 2 minutes avant de quitter. J'aurais envie de t'entendre justement cette question-là. Tu as fait un premier projet de recherche avec Myriagon portant avec les self-films, puis après ça, maintenant, avec d'autres approches artistiques, la création d'une murale. Je ne sais pas si tu as fait d'autres projets de recherche dans le passé, mais quel rôle tu vois, comment est-ce que le fait de faire de l'art influence ton expérience avec la recherche? Je pense que l'art permet de penser plus loin. Quand on est créatif, quand on pense à ce qu'on va dessiner, c'est vraiment un moment de réflexion, donc ça nous aide à penser plus loin, à penser qu'est-ce qu'on veut représenter, qu'est-ce qu'on veut
le message qu'on veut faire passer. Donc, je pense que de ce côté, ça peut aider la recherche. Est-ce que tu sens que c'est un médium qui peut encourager des jeunes à participer? Puis est-ce que tu penses aussi que des fois, ça peut être un frein pour certains jeunes? Est-ce que tu penses que des jeunes pourraient choisir de ne pas participer à une recherche parce qu'il y a de l'art impliqué? Ou... Ça dépend de chacun. Moi, personnellement, j'aime l'art, donc pour moi, c'était quelque chose qui m'a vraiment encouragée. Surtout que c'était dans un format interactif, donc c'était pas juste comme un PowerPoint qui était présenté avec de la théorie. C'était nous qui faisions des dessins, donc c'était vraiment interactif. Mais je pense que s'il y a des jeunes qui sont intimidés par l'art, qui pensent qu'ils ne sont pas assez bons en art, je pense que ça peut les intimider dans ce sens. Merci, Maria. Je ne sais pas si José ou Jennifer, vous aviez des éléments à ajouter en tant que personne qui était beaucoup là justement dans la réflexion, mais vous avez un amour pour l'art. Est-ce que vous voyez des choses à partager par rapport à ce maillage art et recherche? Oui, ben, je peux y aller. Parce qu'en fait, moi, je suis d'un côté vraiment recherche qui a peu d'expérience avec l'art. Puis vraiment, mon expérience en recherche est beaucoup plus traditionnelle en tant que méthode qualitative, donc beaucoup plus avec des entrevues, des focus group ou même de l'analyse documentaire. Donc, c'est beaucoup plus dans les mots, dans les paroles. Une chose que j'ai beaucoup appris puis que j'ai beaucoup apprécié, c'est un peu ce que Maria disait, mais c'est c'est genre les réflexions qui peuvent être suscitées, qui sont différentes par ces différents projets d'art, les différentes œuvres. Je pense que c'est différent de ce que, en fait, des fois, on n'a pas les mots pour parler des expériences qu'on a vécues. Puis il y a des choses qui peuvent être suscitées en dessinant ou quoi que ce soit, que peut-être on n'aurait pas pu aller chercher en conversation ou quoi que ce soit. Fait que, il y a ça, puis aussi, des fois, c'était pas nécessairement des dessins par rapport à ce qu'ils ont vécu, c'était juste ludique, c'était pour le fun. Puis juste ça peut détendre un peu, ça les met à l'aise, ça permet quand même de développer un lien, puis de s'identifier à eux. Fait que je pense que comme ça, c'était quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Puis peut-être je peux ajouter, moi, je travaille beaucoup avec des méthodologies qui sont basées sur l'art ou informées par l'art, d'essayer de mettre l'art et la recherche ensemble. Mais ce que j'ai apprécié dans ce projet, c'était vraiment l'opportunité. Ça a vraiment nous permis de discuter les pratiques qui sont un peu implicites ou peut-être prises par acquis dans la recherche et dans l'art. C'était comme, on discutait, on parlait, puis à un certain moment, c'était comme, oui, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça me forçait de nommer et de mettre des mots sur des pratiques qui sont implicites dans ma pratique de recherche, comme par exemple, dans la recherche, on a des questions de recherche, puis on a aussi des prompts ou des probes, qui sont des petites questions qui suivent les grandes questions. Puis on parlait beaucoup des prompts et des probes, tu sais, comme quel type de questions est-ce qu'on peut demander les jeunes pour faciliter la discussion? Puis à un certain moment, je pense que Julien était comme, c'est quoi une probe? Tu sais, comme, puis c'était quelque chose qui était implicite dans la pratique de recherche. Puis là, on avait eu une opportunité de discuter ça. Puis c'était la même chose, je crois, du côté artistique, parce que des fois, Julien et Rousseau parlaient de la murale, puis des aspects techniques comme des matériels pour utiliser pour faire une murale. Puis à un certain moment, j'étais comme, attends, je ne comprends pas très bien le concept du gris de Jean Ticrou. C'est comme c'est une pratique qui est vraiment implicite pour Jean Ticrou, des aspects implicites dans des considérations autour de comment développer une murale, puis ça m'a donné une opportunité à apprendre un peu plus sur ça. Alors, c'était vraiment l'opportunité de se comprendre entre nous. Et si je peux même rajouter, ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, on a 3 entités. On parle de la chaire de recherche qui explique tout, où nous, on fait de la pédagogie à MU, où on est censé expliquer aussi quand on fait de notre mieux, en fait. Et les artistes qui, eux, font tout à l'instinct et qui n'ont aucune idée
leur vocabulaire. Donc, c'était vraiment trois entités intéressantes et ça a donné quand même un beau projet. C'est ça qui est très beau. On prend un peu pour acquis notre façon de faire et de voir le monde. On pourrait juste continuer un peu sur les défis, les facilitateurs à cette intégration art et recherche, mais ça pourrait être un beau moment aussi si parmi les participants Zoom, si vous avez des expériences, soit en recherche ou en intervention, où vous avez inclus l'art, ou peut-être vous êtes des artistes puis vous pensez à la recherche, peu importe si vous voyez des ponts vous-même, ce serait un beau moment pour partager vos expériences ou poser vos questions. Est-ce que vous voyez c'est quoi les facilitateurs et des défis à cette intégration-là, des conditions qui sont nécessaires pour que ça fonctionne bien? Là, c'est ouvert à tous, mais Pana, je vous invite à y répondre aussi par rapport à cette expérience spécifique-ci. De mon côté, il y avait un peu les ressortissants du projet. Dans le fond, je pense qu'on est un peu dans cette réflexion-là aussi, mais on a discuté souvent avec Julie de qu'est-ce qu'on sort de ce projet-là? C'est quoi? En recherche, on publie des articles, on fait des congrès, on présente des conférences. On a 15 minutes dans un congrès scientifique pour donner notre méthode, nos résultats, nos conclusions, puis solutionner peut-être, faire partie d'une solution d'un problème dans le monde. Là. Mais là, qu'est-ce qui est vraiment utile? Il y a différentes façons aussi d'aborder ces projets-là. Des fois, on crée des données de manière fondamentale juste pour faire avancer un certain sujet. Mais là, en travaillant avec des partenaires, il y a aussi la réflexion de publier des données qui sont utiles. Parce qu'on a travaillé avec un partenaire pendant plusieurs semaines qui s'est engagé au-delà de l'engagement initial. C'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement abordé, mais qu'on a discuté un peu de... Ça a pris beaucoup de temps pour MU de s'investir dans ce projet-là. Puis je pense que ça a pris plus de temps et on s'excuse si c'était pas super clair au début, mais ça a vraiment pris plus de temps pour Julien qui comptait nos réunions, là, qui étaient rendues, bon, là, on est rendu à 18 réunions. Fait que leur investissement de temps a été vraiment considérable. Fait que moi, je me sens un peu comme redevable de donner un produit, de fournir quelque chose qui pourra leur être vraiment utile. Puis là, c'est toute la réflexion de qu'est-ce qu'on produit. Est-ce qu'on produit un rapport? Est-ce qu'on fait une infographie? Qu'est-ce qu'on met dans ce rapport-là? Est-ce qu'on le diffuse? Est-ce que c'est utile à l'interne? Fait que c'est toutes des discussions qu'on est en train, en fait, qu'on va avoir avec Julie et Julien, de dire du projet, qu'est-ce que vous retirez qui est utile, qui peut vous servir. Mais il faut aussi que du côté de la recherche, on investisse certaines questions qui nous soient utiles de notre côté. Alors, ça va être une belle discussion à qu'est-ce qui sort de ce projet-là, puis jusqu'à qu'est-ce qui va porter, dans le fond, qui va faire avancer évoluer les deux organismes pour que l'investissement de temps en vaille la peine, parce que ça fait quand même depuis le printemps là, que tout le monde s'est investi dans le projet. Comme disait Julie et puis Julien, on va dans une école, on fait 15 ateliers, on est parti, là, on vous a tenu avec nous depuis comme 8 mois. Fait que c'est quand même, c'est vraiment énorme comme investissement de temps. Fait que ça serait bien que quelque chose qui soit porteur sorte de tout ça, dans le fond. Moi, je pourrais ajouter, je pense qu'une des facilitateurs, c'était qu'on avait deux personnes clés qui étaient des ponts entre la recherche, entre Myriad, la recherche et MU, puis aussi, ça c'était Rossio, puis Julien était le pont entre MU et Gentil Crew. Puis ces deux ponts-là étaient essentiels. Vous êtes essentiels pour qu'on peut intégrer nos intérêts, puis de vraiment faire quelque chose qui fait du sens pour chacune des entités qui étaient dans le partenariat. Alors, tu sais, comme, oui, c'est ça. Vous êtes des ponts qui sont essentiels pour faciliter ce processus-là.
Oui, bonjour. En fait, j'ai levé la main, mais peut-être que vous ne me voyez pas. On vous voit On maintenant. vous voit. OK, c'est bon. En fait, j'avais une question. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, il y a beaucoup effectivement des éléments là, qui ressortent au niveau de la collaboration, en fait, quand on est des différents partenaires, en fait, dans un projet, puis on a différents, disons, relations au temps, différentes manières de fonctionner, différents langages. Hein. Il faut trouver des espaces de traduction, de compréhension là, pour avoir une bonne collaboration. Donc, ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Moi, j'étais curieuse, en fait, de vous entendre. Peut-être, là, tout à l'heure, vous avez nommé différents objectifs. Puis le deuxième objectif, c'était plus en lien avec les inéquités sociales. J'ai pas beaucoup entendu ça dans la présentation, donc je serais curieuse de voir un peu ce que vous avez comme constat sur ces questions-là. Merci. Merci. Je peux peut-être me lancer, là. Merci, Madame Catherine Jaudion. Dans le fond, je ne l'ai pas beaucoup abordé parce qu'on voulait vraiment présenter les méthodes du projet. Et je ne l'ai pas non plus abordé parce que ce n'est pas un élément qui est ressorti en fureur dans les ateliers. Donc, il y a un an, si on s'intéresse au projet, dans le fond, qu'on a fait à l'été 2020, là, la pandémie venait d'arriver, puis c'était vraiment flagrant, là, tout était à vif. Donc, par exemple, au niveau de l'éducation, on avait des jeunes qui venaient du privé, des jeunes qui venaient du public, puis on voyait vraiment les différences. Les jeunes du privé ont eu une vie normale, à peu près, là, avec les conditions. Donc, ils ont continué d'étudier, ils avaient accès à des ressources éducatives, etc. Puis les jeunes du public nous disaient, ben nous, on a été 3 semaines sans savoir qu'est-ce qu'on allait faire, si on retournait à l'école, si on avait accès à des ordinateurs, puis on était l'été, là, donc toutes les vacances venaient, tout ça. Puis là, on a pu vraiment porter une analyse sur ces inéquités-là. Un an plus tard, on a retrouvé certains de ces jeunes-là et c'est pas ressorti de manière aussi vive. Ce qui est ressorti, c'était, ben nous, on a repris une espèce de vie normale, on s'est comme un peu plus adapté à notre réalité. Il y avait quand même des belles discussions sur les inéquités dans le monde de l'emploi, donc de manière plus globale. Là, Maria qui est partie, mais elle nous avait dit un truc du genre, ben, tu sais, quand tu es jeune, tu prends l'emploi qui vient, puis tu ne te poses pas trop de questions, tu acceptes les conditions d'emploi qu'on te donne. Il y avait d'autres personnes qui nous avaient dit, ben, tu sais, là, je veux quitter mon domicile, il faut que je travaille beaucoup plus. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui n'avaient pas ce besoin-là de travailler parce qu'ils avaient quand même des bonnes ressources autour qui pouvaient pallier à ces besoins-là. Mais c'est quelque chose, puis là, on n'a pas porté encore d'analyse dessus parce qu'on est là-dedans, mais c'est quelque chose de très curieux. Puis Catherine Froelich, qui est également co-titulaire chez Myriagon, qui est à l'école de santé publique, c'est vraiment elle qui portait aussi beaucoup cet objectif-là. Puis elle nous disait, ben, comment ça se fait qu'il n'y a rien qui est sorti? Tu sais, ça se peut pas. Là. Comme moi, je travaille avec les inéquités tout le temps, puis c'est sûr qu'il faut que ça ressorte. Mais curieusement, ça l'a pas autant. Probablement parce que c'était pas. Une des pistes, c'est que c'était pas aussi vif qu'il y a un an. Mais les inéquités sont d'autres qu'on n'avait pas nécessairement abordées, comme celle du marché du travail. Mais peut-être que José ou Jennifer, vous pourriez vous prononcer là-dessus, mais moi, je ne me prononce pas plus dessus parce qu'on est en train de porter notre regard dessus, puis on est en train de se questionner justement pourquoi c'est pas ressorti autant cette année. Ben, non, juste une petite remarque, c'est que je pense aussi que ça a rapport avec l'échantillon qu'on avait. Donc, c'était un tout petit échantillon. Puis aussi, je pense qu'il y en avait les deux de l'école publique et privée, mais je pense que les écoles publiques, c'était quand même des écoles publiques favorisées. Tandis que l'année passée, ben là, je n'étais pas dans ce projet-là, mais je pense que c'était quand même un échantillon beaucoup plus varié. Puis ça, c'est peut-être de notre bord qu'on a comme rapidement fait ce recrutement-là. Mais aussi, je ne sais pas, peut-être les jeunes qui vivent dans des situations plus difficiles, qui ont peut-être moins le temps, l'été, qui travaillent, peut-être moins le temps de participer dans le projet. Mais en tout cas, c'est à réfléchir, mais c'est sûr que les inéquités ont continué pendant la pandémie. Puis les effets sont sentis, mais c'était juste peut-être pas l'échantillon
le bon échantillon pour observer ça. On a... Non, j'allais juste dire qu'on a souvent entendu, c'est plus au niveau de la santé mentale et du bien-être là, qui est vraiment ressorti dans cette année, là, comme une bonne perspective. C'est ça vraiment que les jeunes nous ont parlé. Là. Moi, je voulais ajouter que dans un atelier de 1h30, 2 heures, où on fait de l'art, puis il y a une côté pratique et comme d'explorer des différentes approches artistiques et aussi d'aller creuser dans la discussion. Je pense que c'était un temps assez limité pour creuser plus profondément. On voulait être sûr qu'il y avait la place pour comme, le questionnement et aussi la pratique matérielle. Alors, il y avait aussi ça. Juste peut-être en complément de tout ça et en réponse à cette question-là, quelque chose parce que j'ai eu accès aux données puis pour l'analyse et tout, puis je fais partie des échanges pour les préparations du projet. Ce qui était aussi vraiment marquant, puis ce qu'on a revu avec Maria tout de suite, c'est l'importance qui est accordée au message qui est partagé à autrui. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, mais Maria disait, je ne veux pas imposer un sens, puis je veux que les gens puissent recevoir ou créer leur propre sens. Puis c'est quelque chose qui ressortait énormément dans le premier projet, que les jeunes pensaient beaucoup à qui va recevoir ou lire ce qui est créé. Puis qu'est-ce qu'eux, ils entendaient à la radio, puis comment est-ce que les messages, ils souhaitaient qu'ils soient beaucoup plus nuancés, beaucoup plus ouverts aux expériences de chacun. Donc, il y a vraiment une sensibilisation, une genre de responsabilité sociale que les jeunes portaient qui était vraiment très belle, en fait, qui était jumelée avec cette inquiétude par rapport à l'équité puis les expériences de chacun dans le milieu scolaire. Donc, il va y avoir une phase d'entrevue auprès des jeunes où on va pouvoir explorer peut-être que justement parce que les écoles ont repris à peu près les mêmes modalités là, à ce moment-ci parce qu'ils sont de retour en classe, ça se peut que les inégalités soient moins perçues pour certains jeunes parce que dans leur environnement immédiat, c'est peut-être moins flagrant pour ces jeunes-là. Mais si on vient poser certaines questions sur d'autres sortes d'inégalités que celles scolaires, bien, c'est là où on voulait voir qu'est-ce qui allait ressortir, qu'est-ce qu'il avait entendu, qu'est-ce qu'il avait ressenti par rapport à ça. Fait que ça se pourrait que ça ressorte un peu plus tard autour de d'autres sphères que les zones scolaires plus immédiates à leur environnement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on continue avec les... Là, il reste, je pense qu'il reste comme 3 minutes là, à peu près. Donc, s'il y a d'autres questions ou des commentaires, si vous voulez partager, si vous avez apprécié la présentation, si ça vous a été utile, c'est le temps. Sinon, nous, on peut continuer à discuter pendant 2 heures. Là. Donc, on a une question, c'est est-ce que vous avez exploré les effets de ce projet sur la santé mentale des jeunes? Oui, on l'a fait l'année... pendant le projet de 2020, c'était vraiment une question qui était explicite. Donc, on a eu certains échos. Là, c'est sûr qu'on va être dans la phase d'entrevue la semaine prochaine et c'est une question qu'on va ramener. Donc, c'est quoi justement l'impact? C'est quoi l'impact de ce projet-là sur ton quotidien, sur ta vie en général, sur l'étude, sur l'éducation, le travail? Les échos qu'on a eus du projet de l'été 2020, c'était qu'ils trouvaient ça le fun de se réunir, de voir plein de jeunes différents qui viennent de différents milieux, mais qui partagent toutes leurs mêmes inquiétudes. Il y a vraiment eu un espace de regroupement. C'est des choses aussi qu'ils nous ont partagées, avoir vu sur certains, par exemple, groupes Facebook. Donc, il y a eu certains groupes Facebook qui se sont créés avec des jeunes de la même école ou de la même classe qui partageaient leurs inquiétudes, leurs commentaires, opinions sur la pandémie. Ça leur a fait aussi du bien de créer, de prendre un moment de faire quelque chose parce que l'été dernier, les gens ne faisaient pas... En fait, ils se retrouvaient avec plein de temps puis on se demandait quoi faire. Là. Fait qu'on leur a demandé justement l'été dernier de documenter un peu leur réalité par un petit vidéo de 60 secondes. Puis c'est ça qu'on a eu à discuter avec eux au travers de 2 ateliers Zoom.
Fait que c'était un peu ça qui était ressorti, le partage du message, le partage des expériences, de se retrouver, de dire, bon, on se sent toutes pas bien, puis je suis pas tout seul à pas me sentir bien chez nous, là. Fait que c'est ça qui est ressorti. Puis on verra, dans le fond, qu'est-ce qui va ressortir cette année, puis on fera probablement un pont entre les deux de cette évolution-là de la santé mentale chez les adolescents, dans le fond. Donc, comme commentaire, c'est que l'art sous toutes les formes en santé mentale est une piste à utiliser davantage. Je pense que en tant qu'intervenant et chercheur, et je pense que c'était clair aussi avec Maria, son commentaire, l'art a vraiment une place assez importante dans nos vies et qu'on peut mieux intégrer, tout à fait. Je vous remercie infiniment, les panélistes, à votre présentation, votre partage, le temps que vous avez accordé. Et si vous avez des questions, le participant, je pense que, je ne sais pas si vous avez accès là, à des noms et nos courriels, mais vous êtes les bienvenus à nous contacter pour qu'on puisse répondre à vos questions et commentaires par rapport au projet. Merci à tous, puis je vous souhaite une très belle journée.